la revue Le Rapport. Donc là, mais c'est un jour où vous serez assis quand même, ça sera mieux, parce que c'est très très opulent. C'est très très opulent tout ce qu'on a dans les rapports. Et donc comme d'habitude, c'est segmenté avec d'abord France, ensuite Europe et ensuite le reste de l'international. Voilà, alors je vous le passe assez vite, juste pour le clin d'œil et pas pour désespérer Billancourt ni les autres, mais le COCT, notre grand COCT, a aussi été amené à se prononcer sur un avis que lui demandait l'Union européenne qui reprépare une nouvelle directive et un autre cadre sur la santé européenne, sur la santé au travail, je veux dire. Et donc, il est possible que notre pauvre loi dont on est en train de parler globalement là maintenant et qui passe au Sénat à la fin du mois ou en avril ou en mai ou je ne sais pas quand, eh bien, elles deviennent un peu désuètes au regard de ce qui sera convoqué au niveau européen. Il y avait des études, donc, moi, je disais, tout à fait important là, sur l'impact du Covid, donc le Conseil d'analyse économique qui sort pas souvent des choses, mais sort des trucs intéressants. D'autres choses aussi, alors là, bien sûr, là, c'est les histoires de vaccins et du retard de la recherche française, donc, son peu d'opérabilité, c'est pas très sympa de raconter ça, mais voilà. Là, je vous l'ai donné parce que c'est un très très bel exemple de discours gluant de l'espace éthique de la région Île-de-France sur quelle éthique pour les établissements accueillant les citoyens. Donc c'est extrêmement plein de bons sentiments, c'est très très bien fait. On se demande si c'est aussi historiquement, peut-être pour masquer ce qui a été un peu la réalité, c'est pas très gentil. Bon. Vous avez sinon, alors tout le monde qui se met là-dessus, notamment sur les questions importantes de l'engagement des collaborateurs face à la crise sanitaire, et là c'est un rapport fait par une boîte de conseil qui fait beaucoup de pubs qui s'appelle Supermood là-dessus. C'est pas mal, bon c'est un peu market, mais c'est pas mal, sur la hausse de l'engagement général des PME ou grandes entreprises, enfin, ça drague large. Et autres. Alors ça, je vous ai mis ça, c'est pas tout récent, mais il y a pas mal de presse que vous verrez par ailleurs sur la question des incivilités par messagerie électronique et donc finalement d'un certain côté du stress, de la pression et autres. Et là, c'était une étude qui a été faite il y a 3 ans qui était plutôt pas mal foutue là-dessus. Et puis, alors je vous sors mon France Stratégie, mais qui pour une fois sur les sujets est pas mal. Sur le traitement, c'est un peu autre chose. Sur l'assurance maladie et la place des complémentaires santé. C'est clair que ça, c'est un truc, par exemple, dont on ne parle pas du tout, ni dans la NI, ni dans la loi, alors qu'en gros, mondialement et en France, c'est exactement la même chose. Les grands acteurs de la complémentaire, de la santé au travail, c'est en train de devenir les complémentaires santé, qu'on soit content ou pas là-dessus. Et puis, une étude aussi qui est faite toujours par ce Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie et qui raconte, en gros, voilà les effectifs de médecins tels qu'ils sont et combien on a d'hommes, de femmes, de ragnagnas globalement là-dessus. Et puis, l'analyse de la démographie et qui montre au global, comme d'ailleurs pour la santé de travail, la place est croissante pour les infirmiers et donc j'ai un qui pousse sur là-dessus, y compris sur les masseurs, donc aussi les masseurs et les thérapeutes qu'on voit arriver d'ailleurs là aussi dans les services de santé de travail. Alors là il y avait un très joli titre et donc quand j'ai vu enfin ils sont réalistes sur la nouvelle approche de l'inadéquation des compétences, je me suis dit c'est complètement génial. Donc ils ne sont pas complètement encéphalogramme plat, mais quand même, ils ont pris à France Stratégie un truc qui est très bien, mais qui sont 2 étudiants, donc en fait là c'est une publication de 2 doctorants, et je dois dire que ça vous tombe un peu des bras, malheureusement, quand on le lit, donc, mais enfin bon, le sujet est intéressant, et ça vous montre en gros des trucs sur l'adéquation selon les pays des scores finalement de performance, on allait dire de compétences, mais bon, on n'est pas encore à faire ce qui se fait absolument partout, c'est-à-dire à ne plus utiliser le terme de compétences pour les RH, qui est plus très adapté. Bon. Là, c'est un guide de Bosch, qui est donc l'entreprise, qui est publié sur, bon, c'est l'un des multiples, parce qu'il est pas mal foutu sur le harcèlement moral ou sexuel des collaborateurs, d'autres choses sur l'IRDES, donc vous avez plein de rapports de l'IRDES qui sont plutôt bien faits. Technologia, donc encore un autre qui sort son truc sur le suicide au travail, et puis un ouvrage dont vous aurez en fait l'intro, parce que je sais pas, acheter le truc et numériser le total, mais qui est sur les servitudes du bien-être au travail, et on voit celui un peu, c'est dans la lignée de la fille de Funès et autres, et qui est de remettre en cause globalement un peu tout ça.
Pour un truc qui est... Alors je ne sais pas si Syntec Numérique est derrière, je ne sais pas si nos amis de Syntec Numérique sont là, sur l'IA digne de confiance et la gouvernance adaptée à chaque entreprise. Bon, c'est un peu une pétition de principe d'un syndicat professionnel patronal, c'est très beau. L'INRS qui nous sort un truc sur les polyexpositions chimiques, et je dis ça, je crois que les questions chimiques, il faudra le prendre, il est plutôt bien fait, puisque c'est une polyexposition chimique massive et diffuse, et donc méconnue. Le machin est bien fait. Terra Nova qui nous sort régulièrement des trucs sur le corona, et puis AXA, pareil sur le futur du travail. Et alors ça, un truc que j'ai vu que d'une oreille, et je voudrais bien savoir qui est derrière. Parce qu'en gros, c'est les sujets, justement, patients, maîtres de ces données de santé. Alors, on est beaucoup sur les pétitions de principe, hein, beaucoup plus que sur la réalité. Mais en gros, ce sont des boîtes de com qui ont sorti ça. Donc, ce sont des... Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas. Le CESE, donc, qui vit ces derniers jours, comme vous savez, puisque normalement, il doit être renouvelé en avril, qui nous sort des trucs, alors, bon... institutionnel, hein, sur la gouvernance de la donnée et autres. Au niveau européen, donc voilà, alors ça, si vous devez lire qu'un truc, vous lisez celui-là. Le Benchmarking Working Europe de l'ETUI est absolument remarquable, je trouve mieux que celui de la Banque mondiale, enfin, celui du World Economic Forum, globalement là-dedans. Ça c'est tout à fait important. Là vous en aurez, donc vous pouvez le regarder rapidos, hein, en regardant ce truc-là, le sommaire, et donc sur la façon dont les choses ont, donc en regardant ce qu'est l'impact sur les PNB, sur la croissance, en regardant globalement sur les différents pays par rapport à l'Europe et autres, comment est-ce qu'on peut classer, si on peut dire, une forme de résilience sociale, alors, sauf que là ils ont une forme de résilience sociale, et on voit que la France, là pour une fois, n'est pas en bas du panier, mais plutôt en haut, avec les systèmes de protection sociale et d'amortisseurs sociaux qu'on a, voilà, sur l'impact que ça a sur les échanges internationaux, sur l'emploi aussi dans les différents secteurs, et donc bien sûr on voit là la grande barre à gauche, là c'est sur tout ce qui est la restauration, en gros l'hôtellerie et autres, et voilà. Et puis l'impact, et c'est vraiment leur truc, sur les plateformes, donc sur les types de plateformes. Donc c'est plutôt bien fait. L'autre chose, et alors ça rappellera quelque chose à mon président, parce que quand on était allé, je ne sais plus, non c'était pas l'an dernier, puisque l'an dernier c'était déjà bloqué, donc c'était l'année d'avant à Bruxelles à leur congrès de syndicalistes, ils ont tiré de l'un des ateliers un truc qui est en gros un guide de formation vraiment bien foutu, donc à regarder là aussi. Là, c'est un exemple, je dirais, qui est fait sur les industries hongroises, donc on dirait, au fond, l'industrie hongroise un peu exotique pour nous, mais c'est quand même intéressant, puisque beaucoup d'externalisations de France, enfin des pays dits avancés, se fait globalement là. De regarder comment ces opérateurs-là sont impactés par le digital, c'est aussi intéressant. Et puis la dimension croissante, bien sûr, des risques psychosociaux, avec la fameuse gig economy, et donc surtout qui est à la fois une économie de plateforme et surtout une économie de statut indépendant et donc non salarié, et avec tout ce qu'il y a là-dedans, c'est assez bien foutu, avec à la fois donc ce que je vous mets là, qui est du qualitatif issu globalement d'entretien, et puis d'autre part des études qui sont consolidées là, donc, et le type de machin qui va. Bon. Avec les deux grandes choses, c'est le management algorithmique, c'est-à-dire qu'en gros il n'y a plus une personne qui est derrière, mais en gros une forme de traitement des informations qui sont aussi bien de résultats et de performance que d'activité des individus, qui se fait par algorithme, et donc les risques qu'il peut y avoir là-dessus, avec voilà, le fait qu'ils sont continuellement sous surveillance, que les décisions, on ne peut pas les négocier et qu'on ne peut pas réagir avec, qu'il n'y a pas, donc, il n'y a ni feedback, ni négociation, mais les trucs sont totalement automatisés, donc les impacts qu'il peut y avoir là-dessus. Rappelez-vous, on en avait vu, je vais vous montrer un film ou deux déjà, qui était ça chez Amazon, et c'était globalement l'an dernier. Alors, l'Eurobaromètre, toujours vivant,
avec Kantar. Kantar, c'est un gros organisme d'études d'opinion britannique d'origine, mais qui, voilà. Et alors, bon, c'est un peu les trucs pro domo pour nous dire que c'est pas riche et bien, est-ce que vous préférez être riche et bien portant et pauvre et malade, mais en gros, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit l'Europe et ses choix? Et donc, forcément, ils sont d'accord. Enfin, c'est pas très gentil, hein, pardon. Autre truc là aussi qui est plus intéressant, celui-là, sur le vécu un peu européen de tout ce qui est le climat très anxiogène d'incertitude ou d'espoir là-dedans. Et donc, voilà, le grand truc, c'est vraiment Buridan. Est-ce qu'il faut préférer les dommages économiques ou est-ce qu'il faut préférer les bénéfices pour la santé? Et bon, donc là, Buridan se retrouve avec 45-49 de ce côté-là, plus. Et puis un truc qui vous situera les différents pays là-dessus, entre je suis plutôt pour l'économique ou je suis plutôt pour la santé, comment je positionne. Donc ça, c'est intéressant globalement de regarder les choses, et de la même façon, il publie régulièrement, donc là c'est celui de février, un truc sur qu'est-ce qui vient dans l'opinion là-dessus. Alors ça, c'est une étude qui est tout à fait passionnante, malheureusement sur Bernard Gaïssa serait là, il nous dirait ouais mais c'est sympa mais vos données elles datent, et donc ça c'est l'Eurofound, et c'est notre copine, je ne sais pas si vous vous souvenez d'Agnès Parent-Thirion qui était globalement intervenue là-dedans. Le système d'analyse est très intéressant, malheureusement on s'arrête sur les données de 2015, et rappelez-vous, Aurélie, je vois que tu es là au bout, et là je me souviens qu'il y a un truc sur lequel tu avais fait titre quand on avait regardé ce qu'étaient les 7 dimensions de la qualité la qualité du travail, et non pas de la qualité de vie au travail, et sur l'environnement, j'allais dire physique et matériel, l'environnement social, et le truc est vraiment très bien fait, et ça vous montre, je vous ai sorti 2-3 trucs, donc vous pourrez regarder comme ça vite fait, avant de vous plonger dans le truc, de ce que sont les différents segments, et comment ça évolue, en gros, comment ça a évolué. Donc ils ont essayé quand même de l'actualiser sur les données de 2009, entre 2002 et 2019, et comment ces 6 grands trucs, donc en dehors du 7e qui est le revenu, comment l'opinion et les perceptions sur l'importance de cette dimension-là ont évolué, et vous l'aurez ensuite globalement par pays. Ce document-là est une actualisation et une publication avec une vague d'enquête qui date de, je pense, octobre, d'un truc qu'on avait regardé en juin dernier, et qui était une comparaison européenne. Encore une fois, on est au niveau des perceptions, donc c'est très bien foutu leur truc, de ce que sont les perceptions autour de la vie quotidienne des gens, donc autour du travail des gens, et puis finalement l'environnement sociétal, hein, c'est la dernière partie de ce truc-là là-dessus. Et donc, qui nous montre à la fois des trucs tout à fait matériels, donc de la perte, si on peut dire, du nombre d'heures travaillées, parce que ça peut susciter aussi bien en impact, j'allais dire, de rémunération que de stress global, et un classement des différents pays autour de ça, les trucs aussi étant autour de ce qu'est la perception de l'intervention publique en fonction des aides réellement reçues ou pas reçues de la part des différents pays. Et puis un dernier truc européen sur l'inclusion et l'aptitude, donc c'est un truc qui est pas mal foutu sur l'inclusion souffrant de maladies chroniques. Et rappelez-vous, maintenant vous n'étiez peut-être pas forcément là, un truc que nous avait dit Jérôme Chemin, donc notre CFDT cadre, j'allais dire innovation et favoris, et qui nous avait dit, pour nous, il était chez Accenture, et il nous avait dit pour nous c'est une grande victoire parce qu'on a réussi dans les programmes handicap à inclure la question des maladies chroniques, donc cancer, diabète, onco, et tout ça, et voilà. Et donc là, on voit qu'il y a de plus en plus une visibilité de ce truc-là. Ça, c'est quelque chose, alors je vous montre là maintenant, parce qu'en fait, je vais l'utiliser pas mal dans notre prochain truc exosquelette en milieu de santé. Alors j'ai eu beaucoup de mal à trouver des chiffres là-dessus, et le seul pays qui ait fait ça, c'est la Finlande, et qui nous... en gros, c'est une étude un peu pour permettre à la fois et aux hôpitaux et aux acteurs industriels là-dessus de se positionner là-dessus sur ce que sont les robots là-dedans. Donc les robots médicaux de type diag ou bien chirurgicaux, de ce que sont les trucs de service, c'est-à-dire, bon, ça va depuis le nettoyage, la téléprésence, ou bien la distribution automatique de médocs, de médicaments, de ce que sont les trucs de soins, et donc là c'est déjà très développé au Japon,
sur le fait d'avoir des trucs de dialogue ou des chiens ou des petits phoques qui vous parlent et qui vous tiennent compagnie, des trucs de réhabilitation, donc c'est ce qu'on connaît, mais aussi les exosquelettes, donc un tout petit bout. Et ce qui est curieux finalement, c'est qu'ils ne sont pas si avancés que ça, nos Finlandais là-dessus. Alors l'international, beaucoup, pardon, parce que c'est là où il y a un énorme truc, donc on va le passer vite fait, sinon le pauvre Christophe il en aura marre. Un énorme truc, et je l'ai mis en premier la Chine, parce que ça me paraît très intéressant que la Chine rentre, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ils étaient au moment où Trump a dit qu'il allait quitter l'OMS, faire des bras d'honneur à tout le monde et autres en matière de santé. La Chine est arrivée là et dire, puisque l'autre ne finance plus, nous on va financer. Donc rentrer côté, dans les onusiens côté OMS, mais il rentre aussi côté ILO en laissant, j'allais dire, regarder quelque chose qui pourrait être complètement tabou et qui était une mesure de la pauvreté en Chine. Alors bien sûr, ça c'est clair qu'on a des courbes qui descendent et donc c'est pas... Mais en gros, ils sont quand même là, ils laissent les investigations de ce côté-là et ils laissent, et là c'est le cromard multifactoriel qui est là, se positionner la Chine globalement pas trop bien d'ailleurs, mais dans le concert, des trucs. Et moi, ça me rappelle, il y a 5 ans, 6 ans, même avant que vous ayez là-bas, un truc qui était paru très très fort, et vous intervenez notamment à Sciences Po, ce qui était assez zarbi là-dessus, pour dire, nous, par exemple, le changement climatique, on prend ça en œuvre, et les types, les directeurs d'usines qui s'inscrivent pas là-dedans, les fusillent. Enfin bref, c'était en gros à peu près ça, mais en gros, ça veut dire qu'on prend ça en compte. Et là, s'ils sont là, ça veut dire que ça va continuer. Ça, c'est tout à fait intéressant, ce truc sur le travail des hommes, parce que pour une fois, et donc notamment vis-à-vis des supply chains ou autres, et c'est un peu la flèche que je vous ai mis là sur le sommaire du truc, c'est que le devoir de vigilance inscrit en France par les lois, et notamment les lois Sapin là-dedans, est tout à fait exemplaire. Alors, pour une fois, il faut le souligner, donc quand on fait des trucs, on n'est pas complètement en retard là-dessus. Et donc, vous aurez... ce document-là est tout à fait intéressant. À ma connaissance, d'ailleurs, où c'est passé, mais c'est la semaine prochaine, mais l'ILO organise, et donc notre copain Cyril Koum, dont je pense qu'il a beaucoup participé à ce truc-là, organise la semaine prochaine une visioconf de ce côté-là. Bon, alors les LDC, je me suis demandé ce que c'était que ces trucs-là. En fait, ce sont les pays en moindre développement, Least Development Countries. Et donc, là aussi, un truc qui est tout à fait intéressant sur l'impact du Covid dans ces pays-là, dont on sait bien qu'ils ont été, avec l'économie informelle, les plus globalement touchés. Toujours l'ILO, un truc très très bien, vraiment bien, qui est l'impact sur l'emploi. Et ils sortent chaque année leur bilan social et leur bilan emploi là. Et là, c'est sur le rôle, encore une fois, des plateformes. Et donc le rôle des plateformes est très bien, globalement très bien expliqué avec l'évolution en masse et puis les différents types de plateformes, donc avec celles qu'on peut appeler les plateformes de proximité, donc par exemple tout ce qui est livraison, enfin bref, ce type de trucs, et les plateformes web, et avec, voilà, ça vous explique à la fois ce que sont finalement les volumes financiers qui sont des milliards, hein, donc qui sont en cause, qui sont en jeu globalement là-dedans, comment ça fonctionne, quels sont leurs business models, et encore une fois, on le voit bien là-haut avec le crowbar là qui est là-haut, avec d'une part ceux qui sont totalement distanciels et ceux qui sont totalement proximes. Et ça, je dirais sociologiquement, ça serait intéressant effectivement de le regarder plus tard. Et donc, voilà, les deux trucs, les online web-based platforms et les location-based, donc celles qui sont de proximité avec leurs différents facteurs là-dessus. Donc ça, vous regarderez parce que c'est intéressant aussi de voir ce que sont les montants, ce que payent les clients effectifs, ce que reçoivent les workers, les travailleurs globalement là-dessus, entre les clics et les micro-workers. Donc c'est toute à la fois une nouvelle terminologie, mais en même temps, ça, c'est effectivement une nouvelle économie qui est en train de se mettre en place, et donc un point aussi sur les skills, c'est déjà que les skills, c'est pas les competencies, c'est beaucoup plus large, et il y a des choses d'ailleurs qui sont tout à fait intéressantes, que vous verrez dans la revue de presse, pardon, parce que je vous tasse là un peu beaucoup, notamment sur la révolution
Enfin, en France, on est encore sur la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et compétences, qui date quand même de Mathusalem, de ce côté-là. Et là, il y a, on va le voir un peu après, il y a eu notamment aux États-Unis, ils sont en train de mettre en place un truc là-dessus. Alors, toujours McKinsey, pardon, de les mettre en avant, mais c'est sur l'impact du Covid sur à la fois le travail et puis même la consommation. Et les deux trucs montants. Alors je pense que c'est pas par hasard qu'on avait choisi, nous, au cercle, de monter par exemple nos deux prochains UX Forums là-dessus. C'est un qui est dans le monde de la santé et l'autre qui est dans le monde logistique, les deux étant partout dans le monde en révolution permanente, je veux dire en évolution très très forte. Et donc il y a sur l'un et sur l'autre. Donc là, si vous êtes intéressé par ces deux sujets ou l'un d'eux, allez traficoter vraiment sur le site du cercle, le truc sur les rapports, parce que c'est vraiment très important. Voilà. Donc, des choses beaucoup de choses sur la logistique et les impacts des crises, et puis ils le font toujours intelligemment, c'est-à-dire qu'ils regardent ce qu'a été l'impact passé des crises pour voir comment, donc là c'était la crise du 9 septembre, la crise du SARS, la crise financière et comment ça peut évoluer après, et puis les sentiments d'incertitude qui sont nés autour de ça. Aussi des trucs un peu de benchmark pour regarder ce que font les très très bons là-dessus, là vous verrez ça. Et je m'arrête 2 secondes sur celui-ci, parce que cette fille était avant, je pense, a été plus ou moins au gouvernement une agence nationale en charge des skills carrément des États-Unis. Et donc là maintenant elle dirige une fondation là-dessus pour une approche complètement différente, donc qui est le grand terme américain sur le capacity building, donc on raisonne en termes de capacité, pas de compétences, ce qu'on regarde à chaque fois, et qui est comment aider les gens à développer d'autres capacités et des capacités nouvelles, parce qu'on a à peine fixé une compétence qu'elle est désuète. Et là, elle dit des choses, elle donne un exemple. Alors, il y a de la langue de bois, hein, comme les trucs institutionnels classicos, donc je dis moi ce que j'ai retenu, il y a un point qui est vraiment important, c'est que donc elle dirige une fondation qui s'occupe de ça sur des secteurs un peu machin. Elle dit voilà, on avait une demande de je ne sais pas trop quel endroit aux États-Unis qui est spécialisé sur tout ce qui est les instruments d'optique. Et donc les nouveaux instruments d'optique dont on a besoin dans la santé, et donc avec un énorme besoin de main-d'œuvre de ce côté-là, et il n'y a pas de formation pour ça, on ne sait pas où c'est, et autres. Et donc, comment est-ce qu'on fait? Et bien, la fameuse approche qui est encore une fois, chercher les vraies capacités et pas des diplômes ou des références, enfin bref, des labels de compétences, ça a été de dire, bah, là-dessus, quels sont les deux métiers, qui correspondent vraiment aux deux attentes majeures. Les deux attentes majeures, c'était un extrême souci du détail, capacité du détail, et une énorme capacité à se concentrer sur les détails. Donc ça, c'est les deux trucs dont on a besoin en matière d'instruments de vision et autres. Où est-ce qu'on peut trouver ça? Et là, je vous donne en mille, les deux secteurs où ils les ont trouvés, c'est les manucures, les filles qui, voilà, extrême attention, concentration extrême sur des trucs de détail, et les autres, vous en tirez les conclusions que vous voulez, les restaurants de sushi. Voilà. Et donc, ils sont allés, ils ont pris ces gus-là et gus-s pour les former là-dessus. Voilà. Donc en gros, voilà un peu tout ça, ça aussi. Alors vous aurez plein de choses hein, sur le Future of Work. Voilà, vous avez plein de choses, mais je pense que là, je vais m'en arrêter là-dessus parce que on en a encore 95 à passer, et donc vous les verrez vous-même. Mais c'est sont sur la base. Hein. Alors, tous les documents complets sont sur la base. Donc, vous qui êtes confinés à partir de 6 h du soir et qui vous demandez si vous allez continuer à jouer aux fléchettes ou avec vos jeux vidéo, et ben pour une fois, vous changez et vous allez là-dedans. Et vous aurez à la fois le déroulé, là qui vous permet de regarder ce qui vous va, et ensuite le total. Il y a plein de trucs vraiment géniaux. Donc, voilà. Et voilà.